aujourd'hui, permettez-moi de vous annoncer le programme. Jocelyne Silué, notre passionnée de cuisine, l'une de nos passionnées de cuisine est avec nous. Et elle nous parle de bisque de homard, elle nous parle de lasagne d'imama, elle nous parle également comme boisson de coquito. Ce sera pour tout de suite. Monsieur Zabi Frédéric sera parmi nous tout à l'heure. Il est psychothérapeute et il va nous parler de couple. Comment conquérir la belle famille. Nous en avions parlé la semaine dernière et nous allons conclure cette semaine conquérir la belle famille. Et puis nous allons parler de prévision météorologique avec monsieur Aristide Aguia. Et puis docteur Sonia Anagonou sera avec nous. Elle va nous parler de maigrir de façon généralisée, naturelle et efficace. Le ventre, les bras, les cuisses. Je pense, mesdames, que nous savons de quoi l'on parle. Donc, tout cela pour vous dire que les hommes aussi, les hommes sont concernés aujourd'hui. Alors, tout cela pour vous dire qu'il n'y a aucune raison que vous ne restiez pas devant votre petit écran jusqu'au moins la fin de cette matinale. Bonjour, Jocelyne Silué. Bonjour Mariem, bonjour à tous. Alors, elle a pour habitude de nous faire voyager. Avec elle, on prend la valise. Bien on sûr. va où? Alors, on aura deux destinations tout simplement. On ira en Italie et au Porto Rico. Ah, d'accord, très bien. Alors, il faut avoir pas mal d'argent aussi. Ah oui, oui. Oui, parce qu'avec Jocelyne, quand on fait le marché, faut... bon, hein? Pas forcément, Mariem, Pas forcément. pardon. Alors là, ce sont des plats moins chers? Pas trop. Ah bon, mais voilà, c'est ce que je disais. Mais bon, il faut se faire plaisir également. Très bien, c'est ça. Alors, on vous écoute. Alors, ce matin, chers téléspectateurs, je vais vous donner des idées par rapport aux fêtes qui arrivent. Hein. Oui, on se prépare déjà, parce que l'entrée dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est une entrée assez spéciale. C'est une entrée des grands seigneurs. Ça se sert sur des grandes tables pour épater nos invités de marque que nous allons recevoir en tout cas. Donc, on parle déjà de bisque de homard. Alors, le homard est un crustacé bleu avec des parties un tout petit peu jaunes. Il y a un tout petit peu de chair, c'est vrai, mais tout est utilisable au niveau du homard. Voilà, et on réalise le bix là, voilà, c'est un potage. C'est un potage à base de homard, à base de carottes, d'oignons, un tout petit peu de clous de girofle, du poivre, du sel, de l'ail, du thym et du romarin. Voilà. Donc, quand vous réalisez ce potage-là, d'abord, vous faites pré-cuire tout ce que je viens de citer. Et le homard, lorsque vous allez l'avoir, vous allez le découper. Il y a des parties verdâtres, tout ça. Ne vous dites pas que c'est de la saleté. C'est ça même qui est l'essence même du homard. Donc, vous recueillez cette partie verdâtre-là dans un bocal et vous utilisez tout, la coque, les pinces, vraiment tout. Vous faites revenir avec un tout petit peu d'huile, un peu d'oignon, voilà. Et vous mettez ça dans l'eau qui est portée à ébullition pour les éléments que j'avais cités tout à l'heure, la carotte, l'oignon, les légumes en tout cas. Vous portez tout ça à ébullition, vraiment au moins 15 à 20 minutes, ça bout très bien et vous réduisez ça au mixeur. Avec les pinces et tout? Avec les pinces, tout. Rien ne se jette au niveau du homard. Et vous passez ça au chinois. Au chinois ou à la passoire. Et lorsque vous allez recueillir en tout cas un jus assez voilà, lourd. Lourd quand même. Lourd, voilà. Lorsque vous allez recueillir ce jus-là, vous le remettez au feu. Et vous enlevez 2 louches, vous prélevez 2 louches. Le petit côté verdâtre dont je vous avais parlé tout à l'heure de l'intérieur du homard, vous mettez ces 2 louches-là à l'intérieur et vous remuez. Vous remuez fortement. Lorsque cela devient homogène, vous rajoutez cela dans la petite préparation qui est déjà au feu. Et vous patientez 5 minutes, vous rectifiez l'assaisonnement si besoin est et vous servez. Ça se mange froid ou chaud? Très chaud. Très chaud. En entrée, très chaud. Vous mangez ça avec des croûtons de pain, avec du pain de campagne, avec de la baguette même d'à côté, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une très bonne entrée. Les croûtons de pain, c'est comme des toasts? Les toasts, c'est un petit morceau, voilà, vous pouvez en avoir sur les grandes surfaces. Voilà, donc Madame Grande Surface. Oui, Grande Surface, oui. Oui, bon, on est obligé parce que... Il faut ce qu'il faut, hein? Oui, il faut ce qu'il faut, voilà. Donc, vous avez ça comme entrée
il y a pas mieux pour bien apprêter le vin. Surtout quand on dit à ses convives qu'on vous propose une entrée à base de homard. De homard. C'est de la recherche. Mais bien sûr, bien sûr. Ça impressionne, je vous assure. Ça change des crevettes. Ah oui. Oui. Ça change du homard, des crevettes, des crabes et autres. Là. Donc ça veut dire que bientôt on aura le caviar et tout? Oui, ah mais non, je vous prépare quelque chose. D'accord, ça c'est du Jocelyne Silué. D'accord, alors on parle de lasagne d'imam. Lasagne d'imam, on est toujours en Italie, on est toujours en Italie. Il y a ces lasagnes-là que je vous propose. Alors, les lasagnes, c'est des pâtes qu'on peut avoir un peu partout. La particularité, ce matin, j'ai pris des pâtes avec des épinards à l'intérieur déjà. C'est-à-dire de la poudre d'épinards qu'on a pris pour confectionner ces lasagnes-là. Voilà. Et pour réaliser ce plat, vous avez besoin de 500 grammes de lasagne, de 300 grammes de viande hachée, du poivre, du sel, du basilic, bien entendu, du fromage, peu importe. Qu'est-ce que c'est comme fromage? C'est du parmesan? Oui, du parmesan, de la ricotta, de la mozzarella, du gruyère, bon, tout ce que vous trouvez ou tout ce que vous aimez. Parce que, comme je disais, c'est bientôt les fêtes. Aimez vraiment ce que vous mangez. Bon, c'est pas le moment de... Bon, voilà. Il faut qu'on soit à l'aise quand même dans ce qu'on propose. C'est sûr. Donc, vous utilisez ces genres de fromage que j'ai cités. Oui. Voilà. Pour la préparation, très facile, en 15 minutes, vous prenez vos lasagnes, hein, mais avant. Donc, vous utilisez un plat allant au four qu'on peut mettre aussi au feu. Voilà. Donc, vous mettez cela au feu et vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive, de l'oignon ciselé. Dès que cela commence à dégager une très bonne odeur, vous rajoutez la viande hachée. Voilà, vous tournez, vous rajoutez le jus de tomate concassé, de la tomate concentrée, de l'ail, du poivre, du sel. Vous goûtez, vous laissez réduire et ensuite vous réservez. Et dans le même plat, vous rajoutez un tout petit peu de matière grasse. Vous mettez déjà les plaques de lasagne parce que les lasagnes, ça se présente comme ça. Ne cassez surtout pas. Vous mettez ça vraiment dans ce plat, et au fur et à mesure, vous mettez les lasagnes en premier temps, vous mettez la sauce tomate, ensuite vous mettez des lasagnes, ainsi de suite, jusqu'à ce que la préparation termine. Bouillir la lasagne avant ou on la met nature? Nature, parce que déjà avec les différents jus de tomates et autres, carrément, ça va tellement ramollir. Voilà, donc par-dessus, vous rajoutez le fromage râpé. Là, c'est du Parmigiano Reggiano. Voilà, c'est du parmesan. Wow. Voilà. Rien que ça, du quoi? Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano. D'accord. Pardon. Mais c'est vrai, écoutez, on est sincère sur le plateau. Hein? On est en Italie ou pas? Ben oui, on est en Italie. Voilà, du Parmigiano Reggiano ou du fromage simple. Voilà, ne nous fatiguons pas. Et vous portez ça au four au moins 15 minutes, ça ne dure pas. Un four bien chaud ou... Bien chaud, préalablement. Bon, préchauffé bien entendu, et vous mettez ça, et voilà. Vous alors la patientez. dernière, on finit par le Parmigiano Reggiano. Oui, bien sûr, le fromage râpé. Mais juste avant ça, on finit par la viande hachée ou on finit par une plaque de lasagne? Non, on finit par la viande hachée. D'accord. La sauce obtenue avec la viande hachée, la tomate, et vous mettez par-dessus le fromage. Lequel? Le Parmigiano Reggiano. Voilà, d'accord. Voilà, donc ensuite, vous mettez ça au four. Dès que vous ressortez, pour la décoration, vous pouvez remettre encore du fromage là-dessus et des feuilles de basilic comme j'ai fait. Voilà, et vous servez. Vous servez bien chaud. Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Alors, lasagne d'imam. Oui, lasagne d'imam. Et comme boisson, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, comme boisson, je vous propose les coquitos. Le coquito, c'est un cocktail issu du Porto Rico ou bien Puerto Rico. Voilà, c'est dans les Antilles, pardon. Et ce cocktail-là, il se fait assez facilement, encore une fois. Vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs, du lait de coco. On est à la plage, hein? Du lait de coco, du lait concentré sucré, du lait concentré non sucré,
de l'extrait de vanille et voilà, c'est tout. Des jaunes d'œufs, hein? Oui, des jaunes d'œufs. Des jaunes d'œufs. Pas de blanc d'œuf, des jaunes d'œufs. Et vous mixez tout ça. Vous allez obtenir une belle mousse tout au-dessus. Vous servez dans des verres, comme je vous propose ce matin. Alors, les personnes comme moi qui se disent ah, manger des œufs crus, on ne sent pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oh, la touche. Les Antilles, la touche, c'est le rhum. Le rhum brun ou blanc, ça dépend de ce que vous avez à la maison. Vous mettez ça là-dedans et par-dessus, vous pouvez mettre de la noix de muscade ou bien de la cannelle. Ça dépend de vous. Et vous servez très frais. Alors là, donc, très des bien frais. Des jaunes d'œufs, du lait concentré non sucré, du lait concentré sucré, du lait de coco, de l'extrait de vanille. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié. On mixe tout ça. On mixe tout ça. Coquito, ça s'appelle. Oui, du coquito. Ça se boit très Porto Rico. Oui, vraiment avec très frais. Un soupçon de rhum. Un soupçon de rhum dedans, voilà, ça tue tout ce qui est, voilà. Voilà, en plus, c'est pas compliqué, hein? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, donc moyennement, bon, pas très cher aussi. Voyez-vous ça? Oui, Mariam. Comment on appelle le fromage, hein? Le Parmigiano Reggiano. Le Parmigiano Reggiano, vous êtes sûr qu'il n'est pas cher? Non, il n'est pas trop cher. Non. Okay. On le trouve partout. Je pousse la porte du supermarché, je demande du Parmigiano Reggiano. Reggiano, vous demandez à votre fromager de le râper, ça va vous faciliter la tâche. Voilà. D'accord. On vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Merci beaucoup. Merci mille fois, Jocelyne. Merci, Mariam. Pour ces magnifiques plats. Merci bien. Christelle Akoussa, elle est en régie. Elle signe la réalisation assistée de Franck-Olive Legré à sa discrétion, une page de publicité. Et nous revenons avec ce programme très alléchant que je vous ai énoncé tout à l'heure. Le ministre des Infrastructures économiques et des Transports informe. Depuis le 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, lutte contre l'extrême surcharge à partir des PTAC de l'UEMOA. Toute surcharge comprise entre 20 et 40% du PTAC tolérance 20%. Amende 4 000 francs et 11 000 francs CFA par tonne de surcharge pour le trafic national et international. Toute surcharge supérieure à 40% du PTAC est considérée extrême surcharge, pas de tolérance. 20 000 francs et 60 000 francs CFA par tonne de surcharge pour le trafic national et international. Le 1er février 2017, équipement et contrôle de la charge à l'essieu par les ports d'Abidjan et San Pedro. Le 1er avril 2017, équipement de toutes les plateformes et application intégrale du règlement numéro 14 de l'UEMOA avec délestage. Sanction 50 millions de francs pour les plateformes non équipées, 200 000 francs toute plateforme pour sortie de camions surchargés, 100 000 francs CFA pour non-respect, hauteur de gabarit à 4,5 mètres en cas de refus de se faire peser, 100 000 francs pour plus de renseignements, adressez-vous au FER. De retour en studio, M. Zabi Frédéric est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes psychothérapeute, éducateur familial. Oui, c'est cela. Et depuis la semaine dernière, nous parlons d'un sujet fort intéressant et qui concerne tout le monde, c'est comment conquérir la belle famille. Oui. Donc, on a compris qu'il faut aller à la conquête de la belle famille. C'est cela. C'est cela. Il faut aller à la conquête de la belle famille, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas parce qu'on épouse quelqu'un que, de facto, on rentre dans son intimité familiale, son intimité dans tous les sens. Il faut conquérir donc la belle famille. C'est un indispensable pour la réussite du couple, particulièrement dans le contexte africain. Mais quand on dit conquérir, quand on parle de conquête, on parle de domination aussi. Quand on dit conquérir, il faut arriver à dompter. C'est ce que ça veut dire? Joli terme, dompter. Il faut arriver à aller avec des armes, avec des outils. Il faut mener une bataille. C'est cela que renferme le terme conquérir, aller à une bataille. Et puis avec des outils bien appropriés pour pouvoir avoir la victoire. Ça veut dire que si on suppose que les choses sont évidentes, c'est perdu d'avance. La conquête est perdue d'avance. Il faut aller donc résolu, il faut aller déterminé, il faut aller avec une mentalité de gagnant. Alors quand vous dites mentalité de gagnant,
quand on parle de bataille, pourquoi est-ce qu'il faut voir la belle famille en termes de conquête, d'affrontement, pourquoi? Je l'ai dit parce que ce n'est pas évident, particulièrement dans le contexte africain. Ici, ça c'est partout dans le monde, les parents ont tendance à vouloir protéger ce qu'ils croient être leur propriété, leur bien. Je parlais par exemple de l'homme. Quand une belle fille vient, quand une bru vient dans la famille, on s'est dit, elle vient nous prendre ce qui nous est cher. Désormais, on n'aura plus accès à l'intimité de notre fils. Désormais, on n'aura plus à bénéficier de toutes les largesses dont on bénéficiait au préalable. On s'est dit, nos prébendes seront supprimées bientôt. Et donc, en raison de ces choses-là, on a tendance à être un obstacle pour l'épanouissement du couple. Parce qu'on s'est dit, il faut que l'intrus ne vienne pas s'installer. Et donc, en raison justement de cette façon de voir la vie, la belle fille qui vient, la bru qui vient, il faut qu'elle se considère comme une conquérante. Parce que la belle famille va faire désormais partie de son foyer. Parce que leur intervention, quand cette intervention est inappropriée, ça conduit directement à des séparations de couple. On assiste à cela beaucoup en Afrique. Pourtant, quand une mère ou quand un père prie pour son enfant, il lui souhaite le mariage. Il lui souhaite de trouver chaussures à son pied et de fonder à son tour une famille. Alors, quand cette personne est là, pourquoi est-ce que ça relève presque de la conquête pour que cette personne reste? C'est toute la dialectique du bonheur qu'on souhaite à nos enfants. C'est tout le problème qui est là. Pendant qu'on souhaite qu'ils se marient, dans le même temps, on n'a pas tellement envie que cette réalité-là se concrétise. Ce n'est pas qu'on le veut forcément, mais c'est dans les actes quotidiens de la vie qu'on le démontre dans les actes, qu'on le démontre. Par exemple, moi j'ai déjà vu dans des familles où les nièces, tout ça, rentrent facilement dans la chambre de leur oncle et tout. Et avec la venue d'une nouvelle femme dans la vie de l'oncle, désormais, c'est des choses auxquelles il faut mettre un frein. Et donc là, la famille ne supporte pas. Bon, et on s'est dit, oh, cette femme-là, elle est venue, à cause d'elle, on n'a plus accès à notre oncle, il est devenu bizarre, il n'est plus le même. On ne comprend pas que désormais, il n'est plus seul. Et que les habitudes, quand on est seul, ne seront plus les mêmes. Parce que là, il est désormais en couple. C'est des choses qu'on ne comprend pas facilement, qu'on n'accepte pas facilement. Et donc, c'est des choses qu'il faut qu'on impose aux gens, non pas avec de la force, mais avec de la persuasion, avec de la diplomatie, avec de l'intelligence et du savoir-faire. La semaine dernière, vous nous expliquiez qu'il fallait faire des cadeaux. Oui. Alors, quand on pense aux cadeaux, je pense aux enfants. Il y a une manière pas d'acheter l'enfant, mais de le contenter, de le rassurer, de faire un cadeau, de lui faire croire au Père Noël. Donc, on lui fait croire ce qu'il n'est pas. Est-ce que c'est la même démarche pour la personne qui veut conquérir sa belle famille, lui faire croire ce qu'il n'est pas? Pas du tout. Ici, il faut être de bonne foi. Parce que la bonne foi, ça se lit tout de suite. La bonne foi, ça se voit tout de suite. On n'est pas dans un contexte de Père Noël. Non. Ici, on va dans un voyage à vie, dans un voyage pour la vie. Et donc là, il faut être de bonne foi. Et quand vous êtes de bonne foi, vous arrivez à conquérir. Parce que ça ne sera plus votre beauté qui va conquérir, ça ne sera pas votre force de caractère, ça sera votre bonne foi qui va conquérir. Et donc, quand on vient avec les cadeaux, c'est surtout dans un objectif, non pas forcément de blaguer, entre griffes, mais de dire à l'autre que je vous accepte comme membre de ma propre famille. Et j'ai envie que vous m'acceptiez comme membre de ma propre famille. Parce que quand vous rentrez dans la famille de quelqu'un, vous devez considérer les siens comme les vôtres. Si vous allez vous marier, si vous êtes une femme, considérez les parents de votre mari comme vos propres parents. Donc, ce que vous feriez à vos propres parents, il faut le faire avec leurs parents. Mais moi, j'aurais parlé de comportement, j'aurais pas parlé de cadeau. Montrer à ma sœur que je l'aime et que je suis disponible pour elle, c'est pas en lui offrant un cadeau, c'est dans mon comportement, lui montrer la proximité et les liens d'affection que j'ai. Tout ça, ça va ensemble. Ça va ensemble. Je vous ai dit, l'amour, c'est un mot. Mais on ne voit pas l'amour. On ne voit l'amour qu'à travers les preuves d'amour. Donc, la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de lui prouver ça dans les comportements, c'est de lui prouver ça avec la main chargée de quelque chose. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'alliance sans offrande. Quand on veut rentrer en alliance, on vient avec quelque chose. Avec quoi vous venez? Vous venez avec votre bon comportement, vous venez avec votre savoir-vivre, votre savoir-être. Vous venez avec vos valeurs qui doivent s'accommoder avec les valeurs de la famille dans laquelle vous allez rentrer. Vous devez venir également avec des objets matériels également, parce que c'est avec ça qu'on conquiert plus facilement. Je vous ai dit, il faut disposer d'outils et d'armes
pour aller dans cette bataille-là. Et donc, les cadeaux ici, ce n'est pas pour corrompre, non, c'est juste pour conquérir. Ça y ressemble fortement. Hein? Ça, c'est vrai, mais il y a une petite nuance. Depuis la semaine dernière, j'y pense, oui. Mais je me dis que dès l'instant où il y a quelque chose à offrir, on a l'impression que c'est comme si la personne voulait acheter la sympathie, acheter le fait de rentrer dans la famille. C'est juste qu'un pan. Si vous vous arrêtez juste au cadeau, vous avez fait fausse route. Si vous pensez qu'on peut conquérir juste avec des cadeaux, je le répète, vous faites fausse route. C'est pour dire qu'il faut aller au-delà du cadeau. Il faut aller au-delà du cadeau. C'est surtout dans la manifestation de votre fort intérieur qu'il faut montrer à l'autre. Et surtout dans la pénétration de sa culture. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. Il faut entrer dans la culture de l'autre qu'on a en face. Si vous venez avec votre seule culture, vous allez faire erreur, vous allez faire échec. Il faut considérer les choses non pas seulement de votre seul point de vue, mais du point de vue de l'autre également. Ça, c'est une clé. Une autre clé, c'est de se dire que ma belle-mère, c'est naturel, elle aura tendance à protéger son fils. Donc, si moi, je viens lui prendre son fils, c'est naturel qu'elle ait tout de suite là un sentiment non pas un sentiment, mais une velléité de protection de celui que je viens prendre. Il faut que ce soit naturel. Si je comprends cela, il y a des choses que ma belle-mère fera que je ne considérerai pas. Si je comprends cela, je ne considérerai pas certaines de ses actions. Il faut également savoir qu'il n'y a pas plus grande menteuse que la belle famille. Oh. Si on l'ignore, on va directement, je veux dire, dans un tombeau. Il n'y a pas plus grande menteuse que la belle famille. Pourquoi? Madame, comment? Si par exemple, moi je suis marié, si je m'attrape une autre copine dehors, ma mère, elle connaît ma femme, je viens avec une autre copine, une troisième copine, une quatrième copine à la maison, ma mère sera sûrement la plus mal placée pour dire à ma femme que ton mari vient chez moi ici avec d'autres copines. Elle ne le dira pas. Si ma femme vient se plaindre à ma mère pour dire « Ah, ton fils, il me trompe », ma mère lui dira sûrement « Calme-toi, c'est rien, il ne fait rien de tout ça, c'est juste qu'il se balade un peu ». Elle lui dira ça. Si vous prenez ça pour argent comptant, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Si vous savez ces choses, vous êtes bien. Vous prémunissez de ces choses-là et puis vous comportez en fonction. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir recours à la belle famille dans un contexte, par exemple, de tromperie. C'est la dernière personne à aller voir. Enfin, la dernière famille à aller voir. Ça, c'est les dernières personnes qu'il faut voir en général. C'est les dernières personnes. Je vous dis, la belle famille, elle est menteuse. La belle famille, elle est flatteuse. De tous les deux côtés, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme, les belles familles ne sont pas les bons recours. C'est pour ça que j'ai toujours dit que quand vous avez un problème dans votre intimité de couple, il faut trouver les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour régler votre problème entre vous. Mais d'un autre côté aussi, j'ai toujours pensé que quand la personne a la chance d'avoir sa mère en vie, il y a toujours une personne, quand la personne s'apprête à faire le pire, il y a toujours une personne qui peut lui dire « arrête ». Et la personne va arrêter. Et généralement, c'est la mère. Donc quand l'épouse est désespérée, quand elle se tourne vers la mère peut dire à son fils « arrête ». C'est possible. Mais vous savez, vous n'êtes pas toujours maîtresse de ce que votre mari dit de vous à sa mère. Oui. Ça, vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez vous fier aux apparences. Tout le monde vous accepte en apparence. Mais peut-être que la réalité elle est totalement différente de ce que vous croyez, de ce qu'on vous offre. Donc, si vous avez un recours systématique à des gens qui sont de plein pied dans l'hypocrisie, ben, ils vont vous plonger dans la boue. Donc, le recours systématique à la belle-mère, c'est vrai qu'elle peut freiner son fils. Mais je ne crois pas qu'elle ait un pouvoir si grand. Je ne crois pas. La seule personne qui a un pouvoir grand pour pouvoir maintenir l'homme ou la femme dans le foyer, c'est le partenaire. C'est vous qui avez le moyen idéal pour maintenir votre homme. C'est votre homme qui a le moyen idéal pour maintenir sa femme dans le couple. Ce n'est personne d'autre. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur soi-même dans le couple. Il faut développer les ressources, développer la communication. Comment le faire? Ça, c'est un autre thème carrément. Il faut s'appuyer sur soi-même d'abord et avant tout. Parce que vous allez rentrer dans un sable mouvant. En apparence, c'est de la terre ferme. Mais si vous vous y plongez, vous allez vous enfoncer, c'est sûr. La belle famille, il ne faut jamais s'y fier. Conseil de thérapeute. De thérapeute. Alors, mais paradoxalement, vous dites de faire des cadeaux. Oui, les cadeaux pour adoucir les mœurs. Les cadeaux pour adoucir les mœurs. Ça peut être pris avec beaucoup d'hypocrisie. Et puis finalement, c'est un puits sans fond.
Dans le sens où elle a de l'argent qu'elle donne des cadeaux, on n'en a rien à faire. Vaut mieux avoir des cadeaux plutôt que de ne pas en avoir, mais ça ne change rien par rapport à ce qu'on peut penser d'elle. Je le répète, quand le cadeau il est fait avec sincérité, ça se perçoit. Figurez-vous, moi, mon épouse, par exemple, il lui est arrivé à plusieurs reprises d'aller faire des cadeaux à mes parents sans même que je sois informé. Elle a fait ses cadeaux à mon nom. Donc, les gens se disent, ah ben, c'est sûr que si elle vient nous faire ces cadeaux-là, c'est que, bon, elle est de bonne foi. Et elle n'a pas envie de garder juste pour elle seule les moyens, entre griffes, de son époux. Ou bien on peut se dire aussi que finalement, il lui donne tellement d'argent qu'il lui reste de la monnaie pour nous donner. Donc, c'est que vraiment, elle-même, qu'est-ce qu'elle a comme argent? Qu'est-ce qu'il lui donne? Parce que c'est ça seulement qu'elle a trouvé pour venir nous apporter. Non, c'est vrai qu'il y a des esprits pervers. Il y a des esprits pervers qui peuvent aller là. Mais quand c'est fait avec sincérité, non, je crois que non. C'est juste quelques personnes qui peuvent penser ça. Mais en général, quand c'est fait avec sincérité, on le perçoit tout de suite. Mais au-delà du cadeau, qu'est-ce qu'on fait pour conquérir la belle famille? Au-delà du cadeau, je l'ai dit, c'est la conquête même de toute l'histoire, de toute la personnalité, de toute la cosmogonie même de la famille, la belle famille, qu'il faut adopter. Il faut se dire, ben, moi je ne viens pas là en tant qu'une intruse, je n'ai pas envie d'être à l'écart des choses. Je viens pour intégrer un cercle qui n'est pas mien. Et donc comme ce cercle n'est pas mien, il faut que j'en maîtrise tous les contours. Donc la première chose à faire, c'est d'abord d'étudier la belle famille. L'étudier au plan culturel, l'étudier au plan comportemental, l'étudier au plan des valeurs de cette famille-là, non pas de vos valeurs à vous. Parce que si vous venez avec vos valeurs, c'est sûr qu'il y a pu y avoir un clash des valeurs. Donc, quand vous venez avec cette philosophie-là, vous allez y travailler. Et quand vous y travaillez, vous commencez par conquérir, je l'ai dit la semaine dernière, ceux qui sont autour des parents. Parce que c'est plus facile, ils n'ont rien à préserver, ils n'ont rien à garder. Donc là, les frères et sœurs, les cousins et les cousines, etc. Tenez, au lieu d'aller par exemple dans un restaurant tout seul avec votre époux, avec votre conjoint à tout moment, ça vous ferait quoi d'aller dans le restaurant, de prendre le plat et de venir le partager avec ses frères et sœurs? Ils seront vos premiers défenseurs dans ces contextes-là. Ils peuvent très bien dire, mais celle-là ne rentre même pas dans la cuisine. Elle gaspille l'argent de notre frère. Et puis c'est au restaurant, nourriture de blanc, elle nous envoie, mais carrément, au lieu de venir s'asseoir ici pour préparer. Non, ça c'était juste un exemple que je prenais. Je disais, non, mais c'est pour dire à quel point est-ce que finalement tout peut se retourner contre la personne. Oui, encore là, la sincérité. Encore là, effectivement, si on ne vous voit jamais rentrer à la cuisine, que vous envoyez des plats du restaurant, les gens vont le critiquer. Ils voient ce que vous faites, ils voient ce que vous êtes. Et pourtant, on a voulu partager quelque chose. Oui, on peut partager, mais il faut souvent faire les choses du point de vue de la belle famille. Je l'ai dit. Si vous faites de votre point de vue, bon, moi j'ai grandi dans un contexte où je ne suis jamais entré dans une cuisine, et là donc c'est les restaurants qui sont bien pour moi. Les gens, ils le voient. Ils le voient et ils se disent, bah, attends, quand on va arriver là, elle va nous servir du shawarma à tout moment. Bon, le shawarma, c'est un plat que j'apprécie beaucoup. Mais ils vont se dire, moi, je suis habitué à manger mon kabato et là, elle me sert un plat que je ne connais pas. Je vous ai dit, il faut conquérir la culture de la personne. Vous lui envoyez des plats de restaurant. Peut-être que les plats de restaurant, ce ne sont pas les plats que les gens de la famille affectionnent. Donc, ils vont savoir que, décidément, vous n'avez rien à offrir à ce niveau-là. Ils vont le critiquer. Donc, en fait, tout est sujet à critique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut critiquer tout et n'importe quoi. Mais vous le savez. Vous savez que vous, en tant que personne intruse, je dis intruse en griffe, quand vous venez dans ce contexte nouveau-là, vous savez que vous serez sujet à critique systématiquement. Donc, quand vous le savez, vous vous comportez en fonction. Mais qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui est spontané en ce qui concerne la belle famille? Parce qu'on est au moment de conclure, mais ce que je retiens, c'est que c'est un monument d'hypocrisie, la belle famille, et que la belle famille est menteuse. Mais par contre, il faut toujours poser des actes en se disant que peut-être que parmi eux, on verra la bonne foi. Mais ça me laisse une image un peu désolante de la belle famille. Pas forcément, il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Non, il ne faut pas tomber dans la caricature facile, non. Même si vous voyez en face, même si vous êtes remercié par de l'hypocrisie, même si vous êtes remercié par de la non-reconnaissance, continuez. C'est en cela qu'on verra votre sincérité. Posez les actes. Considérez le père de votre mari comme votre propre père. Considérez sa mère comme votre propre mère. S'il vous critique,
considérez que ce sont vos parents qui sont en train de vous critiquer. Acceptez cette critique-là sans murmure. Si ils ont des sœurs, considérez-les, même si elles sont les plus méchantes, considérez-les comme vos propres sœurs. C'est que vous ferez avec vos 30 sœurs. secondes. Est-ce que la sœur peut être la meilleure amie de l'épouse? C'est une grave erreur. Ok. Une grave erreur de prendre la sœur de votre époux comme, je vous l'ai dit, l'hypocrisie et le mensonge sont le bien le mieux partagé dans les belles familles. Donc, si vous prenez la sœur de votre mari, en général, le problème avec les femmes, mais particulièrement dans notre contexte, c'est qu'elles font tout ça juste pour de l'inquisition, pour de l'inspection, pour des enquêtes. Et si je suis ami à sa sœur, elle me donnera toutes les informations. Qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi ça va vous servir de savoir que votre mari, il fait ceci, il fait cela? Ce que ça va vous faire, c'est de vous créer des problèmes de santé. Donc, ce n'est pas important. Si c'est ça le but, ce n'est même pas important d'être l'ami de... Elle est votre sœur, point, à la ligne. D'accord. Pas votre ami. Très bien. Cherchez vos amis ailleurs. Ça, c'est une belle conclusion. C'est votre belle-sœur, votre sœur, mais ce n'est pas votre ami. Pas votre ami, n'en D'accord. faites pas votre ami. N'en faites pas votre ami. N'en faites pas. Très bien. Je pense que tout le monde est édifié à ce sujet. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Monsieur Zabi Frédéric, merci infiniment pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Excellente journée. Vous également. Monsieur Aristide Aguia, il est prévisionniste à la direction de la météo nationale, la Sodexam. Avec lui, nous allons parler météorologie, vous vous en doutez, mais juste avant, nous avons notre jingle. D'Ivoire et vous voulez vivre les réalités de ces villages, villes et départements, régions et districts, suivez Pays Profond, votre documentaire national sur la Côte d'Ivoire profonde. Pays Profond, une lucarne de 52 minutes pour découvrir et faire découvrir l'existant de nos contrées. Pays Profond, la Côte d'Ivoire, vue de l'intérieur. Pays Profond, tous les lundis à 10h05 sur RTI 1. Nous sommes de retour en studio, il est installé, vous l'avez vu tout à l'heure, Monsieur Aristide Aguia. Il nous parle donc de météorologie et c'est la fin de la pluviométrie et l'arrivée progressive de l'harmattan dans le nord. C'est une grande précision. Oui, c'est une grande précision et c'est très important parce que vous savez, les changements de climat et de saison, quand nous passons d'une saison à une autre, cela a des conséquences sur l'activité des personnes et même la santé des personnes. Et la Sodexam, dont l'une des missions est donc d'informer les personnes à temps pour pouvoir les protéger sur les aléas climatiques. Donc ce matin, se donne donc le devoir d'informer les Ivoiriens, surtout ceux qui habitent dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, que nous sommes à la fin donc de la saison des pluies. Et bientôt, ce sera donc l'harmattan. L'harmattan. Oui, l'harmattan. D'accord. Pour monsieur, madame, tout le monde, l'harmattan, il fait frais. Les pieds, le corps est blanc. Les lèvres se coupent un peu. C'est cela? Oui, c'est ça. L'harmattan, il faut le rappeler, c'est un vent sec qui vient de Sahara. Donc sec, poussiéreux, sableux et qui nous met mal à l'aise parce que ça nous donne un temps vraiment très sec et difficile à respirer. Donc ce matin, nous allons présenter avec beaucoup de cartes. Nous avons demandé... Voilà, ok. Donc nous allons regarder cette carte. Sur cette carte, vous voyez les différents traits en rouge, en noir et en jaune. Et juste au nord de ce trait-là, vous voyez une partie blanche avec des couleurs marron. Et en dessous, vous avez la partie un peu verte avec des couleurs bleues, la couleur bleue à l'intérieur. Alors, cette carte, vous voyez que ça concerne une grande partie de l'Afrique. Et ça symbolise réellement au niveau de cette région ce que nous connaissons déjà, les vents du nord, donc symbolisés par l'harmattan, et les vents du sud qui constituent les vents humides provenant de l'océan. Okay. Donc la partie en dessous, au sud de ce trait-là, c'est la partie humide.
Et la partie au nord, donc c'est la partie sèche. D'accord. Et quand vous voyez le trait rouge, c'est ce trait-là qui marque la limite entre les deux parties. Et vous voyez que ce trait n'est pas aussi très éloigné de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la situation de la semaine dernière. Et ce matin, avant de venir, j'ai vérifié la situation donc, d'hier. Et je trouve que le trait coïncide pratiquement avec la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Pour dire que l'harmattan, donc dans cette partie du pays, est presque imminente. Et cette semaine, la partie nord connaîtra quelques sensations de vent sec. Et ça va aller grandissant? Oui, ça va aller grandissant, justement, ça va aller grandissant. Parce que au fur et à mesure que les vents secs approchent ou se maintiennent, la partie s'assèche. Puisque avant il y avait eu de la pluie, il y avait de l'humidité. Au fur et à mesure, l'humidité diminue et on ressentira de plus en plus le sec dans cette partie. Mais c'est dû au changement climatique, parce qu'à une époque, c'était quand même en décembre, l'harmattan. C'était symbolisé en tout cas en décembre, non? Ça, nous sommes dans une situation normale. D'accord. Parce que parfois, on confond un peu le nord et le sud. D'accord. Parce que voilà, l'harmattan, ça commence au nord, généralement en novembre. Parce que la grande saison des pluies, pour le nord, qui prend fin en octobre, et après ça, nous rentrons donc dans la situation d'harmattan. Et ces vents-là vont progressivement évoluer pour atteindre donc la bande centrale du pays, et puis après atteindre le sud, donc qui sera donc en décembre. Voilà. D'accord. C'est les gens du sud qui perçoivent en décembre les effets de l'harmattan. Oui, les effets de l'harmattan. Et vous savez aussi que avec ce temps, il y a des conséquences. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi l'occasion pour informer donc, les Ivoiriens dans cette partie pour prendre des précautions, que pendant ce temps-là, ils se protègent au mieux. Très bien. Par rapport à quoi? À l'agriculture, par rapport à la santé, par rapport à quoi? Il y a par rapport à la santé, mais il y a aussi par rapport aux activités. Vous savez que pendant l'harmattan, l'humidité et la visibilité est considérablement réduite à cause du nuage de poussière. Et c'est une période où il faut faire beaucoup attention en conduite. Et en même temps aussi sur la santé. C'est un moment propice pour les maladies comme la méningite, les grippes et le rhume, sans être un expert de la santé, mais ce sont des éléments qui reviennent à chaque fois que l'harmattan s'installe dans une région. Donc c'est vraiment important de le signaler. D'accord. Mais là, on parle du Grand Nord. Oui, donc ça c'est la partie nord. Mais comme j'ai dit, ça va progressivement évoluer, vers le sud. Et dans la partie centrale et sud du pays, on est toujours dans la saison des pluies? Oui, nous sommes dans la petite saison des pluies, donc pour la partie sud. Et pour la partie centrale, nous tendons vers la fin de la grande saison des pluies là-bas. Et bientôt, comme je l'ai dit, les vents de l'harmattan vont arriver dans cette partie. D'accord. Donc on doit être prudent, de plus en plus prudent. Oui, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de cette information-là pour ces activités, pour sortir, donc on veut sortir, pour se préparer, pour aussi prendre les dispositions quand on a des petits signes, pour aller voir un médecin rapidement, qui va nous donner les précautions ou les attitudes à prendre par rapport à ça. Mais l'harmattan, est-ce que, par exemple dans le Grand Nord, est-ce que c'est tous les jours l'harmattan à partir de maintenant, ou il y a des périodes où il va faire beau soleil et le lendemain l'harmattan, ou bien rien du tout et puis dans l'après-midi l'harmattan, ou bien c'est toujours le matin? Alors il y a différentes phases. Par exemple, au début, c'est des phases, ce que nous appelons des intrusions des secs. Donc c'est des phases où vous pouvez avoir ça donc l'après-midi et la nuit, vous ne sentirez plus ça. Alors quand elle va pleinement s'installer, alors vous aurez ça à tout moment. Donc là, nous sommes dans la phase du début. Donc, ça ne sera pas permanente dans la journée. Généralement, c'est l'après-midi, en phase de début. Nous avons des renforcements de vent sec. Donc l'après-midi, ils vont sentir des sensations de sec. Voilà, donc des soulèvements de poussière.
réduction de la visibilité. Et pendant la nuit, c'est vrai que se retire de la zone et on sent un peu d'humidité. Alors là c'est la phase de début. Alors, lorsque ça va s'installer pleinement, donc toute la journée, y compris la journée comme la nuit, donc vous aurez donc la présence de la venta. Très bien. Quels sont vos propos, monsieur, pour conclure? Alors, pour conclure, il faut juste se rappeler que dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, il y a un changement de saison. Donc, nous passons d'une saison donc, des pluies à une saison sèche, donc, qui a ses conséquences. Et nous voulons bien rappeler que à nos compatriotes de la partie nord de prendre les dispositions pour bien se préparer pour attaquer cette nouvelle saison sèche. Très bien. On joint comment la Sodexam? Alors, la Sodexam, c'est le 21, 58, le 20, le 01. Il y a aussi le 21, le 27, 87 et le 36. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 21, 58, le 20, le 01 et le 21, le 27, 87, 36. Très bien. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations. À ce stade de notre matinale, nous allons faire une autre courte pause à la discrétion de Christelle Akusa et recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing et par la suite recevoir le docteur Sonia Anagonou qui est docteur en pharmacie et en médecine esthétique qui nous parle de maigrir de façon généralisée, naturelle et efficace. On parle des bras, du ventre, des fesses, des cuisses. À tout de suite. La CGC organise un important atelier sur l'apprentissage en tant qu'outil impliquant l'entreprise dans la qualification de ses futures ressources humaines. Vous êtes chef d'entreprise, responsable des ressources humaines, responsable de la formation, dirigeant de groupement professionnel. Cet atelier est le vôtre. Date 8 et 9 novembre 2016. Lieu, la maison de l'entreprise au Plateau. Contact 20 330 243 89 00 76 92. CGCI@cgci.ci. Entrée libre. Le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, à travers le programme de développement du secteur financier, PDSFI, et la Société financière internationale, organise du 7 au 11 novembre 2016, de 8h30 à 17h, une campagne nationale de sensibilisation sur le crédit bail destiné aux acteurs économiques. À Abidjan, à l'espace Serae Uemois, Yamoussoukro, à l'hôtel Président, Boaké, au centre culturel Jacques Aka, Korogo, à l'hôtel Olympe. Acteurs économiques, venez nombreux soumettre vos projets aux banques et aux établissements financiers qui seront présents. L'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, PRACI, organise sa 6e édition de l'Université des ressources humaines les 10, 11, 12 novembre 2016 à Assigny. Thème: contribution de la fonction RH à la performance des entreprises. Persuadé que la force d'une entreprise réside d'abord dans la qualité des ressources humaines, DRH, GRH, professionnels des ressources humaines, saisissez cette opportunité de formation, de partage d'expériences, d'échange et de réflexion en participant aux ateliers animés par des experts en GRH. Infolive. La Foire internationale d'Abidjan est une manifestation économique, commerciale, touristique, culturelle et sociale. Elle regroupe plusieurs centaines d'exposants de différents secteurs d'activité provenant de tous les continents. Visant à présenter les potentialités de la Côte d'Ivoire, la FIA est un cadre privilégié de contacts d'affaires, d'échanges commerciaux pour tous les participants. Institutions, entreprises, opérateurs économiques et commerçants, associez votre image à la FIA 3 qui aura lieu du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Réservez dès maintenant vos stands en appelant le 22 52 88 42, le 22 52 88 89 ou le 09 18 18 99. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA! Nos invités sont installés. Les premiers d'entre nos invités sont messieurs Kamaté Habib. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Teba Antoine Tony. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci.
Les 72 heures d'Abidjan, c'est un événement dont nous parlons déjà depuis hier. Oui, depuis Alors, hier. vous nous rappelez ce que c'est? C'est la célébration de la mécanique et de la conduite. De la mécanique parce qu'il y a plusieurs disciplines auto-moto. C'est un concours? Pas nécessairement. On a voulu célébrer un peu la mécanique, la conduite, parce que cette 3e édition, on va mettre l'accent sur la sécurité routière. D'accord. Voilà. Donc, je suis avec un organisateur aussi qui est spécialiste de la sécurité routière. Effectivement, les 72 heures, nous sommes là pour... C'est une fête de la conduite. Elle a pour objectif d'aider aussi l'État de la Côte d'Ivoire dans sa politique de réduction des accidents qui endeuille de nombreuses familles qui ont un impact négatif certain sur le développement. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, avec plusieurs accidents, notre manière de faire, c'est d'organiser cette fête de conduite, faire de ça, former, recycler certains conducteurs qui sont sur le pied. Alors, je prends mon exemple, je suis Madame Tout-le-Monde, je le dis toujours. Oui. Je pense savoir conduire, j'ai mon permis depuis pas mal d'années déjà. Oui. Et je ne suis pas concernée alors. Parce que je pense en tout cas savoir conduire. Qui est concerné? Tout le monde. Tout le monde est concerné parce que la conduite, la sécurité aujourd'hui à Abidjan, tout le monde conduit. Mais tout le monde n'a pas la même façon de conduire. Aujourd'hui, les gens ont tendance, il y a certaines personnes qui achètent leur véhicule, qui achètent sur les packs, les deuxièmes mains, je veux dire même occasion, qui achètent parce qu'ils ont un peu d'argent, ils se font un petit trait, et puis voilà, ils sont partis. Mais par contre, il y a des nouveaux qui arrivent, qui veulent s'imprégner, qui veulent s'insérer dans le milieu du showbiz. Bon, il faut aller au plateau pour pouvoir peut-être qui a acheté ma voiture, il faut être au plateau. Ça, ces gens de personnes, ils n'ont pas assez de moyens, c'est-à-dire, comme je veux dire, ils ne sont pas bien conduits, ils veulent apprendre à conduire. Et ces gens de personnes, vous avez vos permis depuis des années, vous allez rencontrer ces gens de personnes, peut-être au feu. Voilà. D'accord, ok. Donc vous appuyez l'État qui a donné des permis, qui sont souvent des permis permanents. Oui. En fait, c'est ça. En fait, oui. On conduit, mais souvent on commet des erreurs sans s'en rendre compte. Et on veut corriger toutes ces erreurs. D'accord, très bien. Et vous les corrigez comment du 11 au 13 novembre? Du 11 au 13, il y aura des simulateurs de conduite où les gens vont venir s'exercer et on leur donne les conseils en temps réel. Voilà. Il y aura aussi de la compétition sur un circuit fermé et sécurisé où les gens pourront se... Compétition, c'est quoi? Course de vitesse? Oui, course de vitesse. Vous voulez aider les gens que vous voulez... Non, là, c'est un autre volet. Voilà, c'est une autre discipline. Là, c'est des pilotes. On veut initier aussi les gens au pilotage automobile. D'accord. Et chacun vient avec son véhicule ou bien vous avez... Oui, chacun vient avec son véhicule. D'accord. Très bien. Et de quel âge à quel âge? Toute personne détentrice du permis. Toute personne détentrice du permis est concernée. Voilà. C'est payant, c'est gratuit? C'est payant si on veut faire la compétition, si on veut, les participants. D'accord. Vous avez des propos pour conclure avant les téléphones, messieurs? Oui, on peut nous joindre pour tout renseignement, pour tous les sponsors qui aimeraient nous aider. On peut nous joindre au 07 40 18 12 ou au 01 29 61 10 ou encore au 09 00 56 88. Très bien. On rappelle que c'est du 11 au 13 novembre et c'est où? C'est à Trècheville, à la rue du Canal. D'accord. Et le circuit fermé, c'est Trècheville, rue du Canal? Oui, Trècheville, rue du Canal. Et puis... Sous les bras jusqu'à la lagune, je ne sais pas si vous voyez un peu... Oui, voilà, tout à fait. Mais je vois très bien. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, madame. Oui, tout a été dit. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kabalamine. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Koulibaly Madiaya. Bonjour à vous. African Startup Forum. C'est bien ça. Nous sommes venus une fois de plus présenter le Forum économique des startups africaines. Donc, comme Startup, c'est société en pleine expansion? On va dire jeune pousse entrepreneuriale, c'est-à-dire qui est vraiment un embryon d'entreprise, mais qu'il faut aider à consolider pour en faire un champion, un capitaine de demain. D'accord. Voilà.
Et vous en avez identifié beaucoup comme ça? À ce jour, depuis que nous avons commencé l'identification et la collecte au sein des populations, on va dire ça fait 1 an, on est à plus de 350 jeunes pousses entrepreneuriales ivoiriennes enregistrées officiellement et plus de 100 startups africaines de différents pays aussi enregistrées officiellement via notre site internet www.africanstartupforum.com. Alors, quel est votre objectif en les rassemblant? Alors, l'objectif en les rassemblant, c'est d'abord de créer une plateforme opérationnelle pour, premièrement, leur permettre de s'exprimer, leur donner l'occasion de démontrer à la face du monde, donc composé de partenaires, de l'administration, du grand public qui est consommateur de leurs produits, ce qu'ils savent faire, de démontrer les prototypes et de présenter les prototypes qu'ils ont produits à travers leurs idées d'entreprise. Parce que, vous savez, on a le sentiment que souvent les startups, et on le sent un peu partout, à tort certainement, les startups, on pense qu'elles ont surtout besoin d'argent. C'est pas vrai. La première des choses dont une start-up a besoin, c'est des équipements, c'est de l'espace pour s'exprimer, pour pouvoir donc justement travailler tous les jours à la production donc de ces produits. Et donc nous, notre rôle, c'est de vraiment faire en sorte que cet espace puisse être permanent et qui puisse leur permettre effectivement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, de véritablement présenter leurs projets. Mademoiselle Koulibaly Madiaya. Alors, dites-nous tout. Vous êtes propriétaire, initiatrice d'une start-up également? Oui, oui. Dans quel domaine? La communication. Qu'est-ce que vous avez créé? Bon, nous sommes dans l'événementiel, c'est-à-dire accompagner les gens qui veulent organiser comment je vais dire? Leur événement. Leur événement, à les accompagner, comment les étapes à suivre pour aboutir à un meilleur résultat. D'accord. Quand vous dites nous, vous êtes plusieurs? Oui, nous sommes au nombre de 4. D'accord. Et c'est vous le chef d'entreprise? Non, non. Vous, quel est votre rôle? Moi, je suis plus ressources humaines. D'accord, ressources humaines. Oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc déjà, très tôt, avec une petite start-up, vous réalisez la nécessité d'être déjà bien structuré. Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ce African Startup Forum? Bon, l'African Startup Forum, on peut dire que c'est une plateforme d'expression pour les startups africaines qui nous donnera l'occasion de rencontrer des partenaires financiers, industriels et commerciaux. C'est une plateforme aussi qui nous permettra d'être financés et de montrer de quoi nous sommes capables, puisque les idées sont innovantes. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Kaba Lamine, c'est du 18 au 26 novembre prochain? Oui, c'est du 18 au 26 novembre. Au poste scientifique et d'innovation de Bergeville. D'accord. Quels sont vos propos pour conclure, monsieur? Alors, nos propos pour conclure, c'est donc de sensibiliser toutes les populations, on va dire, qui sont inactives. Parce que l'une des difficultés que nos pays en Afrique ont, c'est qu'il y a beaucoup de populations qui sont inactives, soit par désinformation, soit par manque d'information, ou soit par situation sociale très difficile. Donc notre rôle, c'est de leur faire comprendre qu'à travers donc, la possibilité pour elles de pouvoir créer une activité, que ce soit dans la cordonnerie, dans la menuiserie, dans la plomberie, dans les corps de petits métiers, on peut se prendre en charge, on peut travailler et on peut créer quelque chose d'innovant pour aider les populations locales dans lesquelles nous vivons à s'en sortir. Deuxièmement, chaque année, les États produisent des tonnes d'étudiants, de diplômés. Il se trouve que très souvent, ces diplômés sont plutôt formatés à créer, à faire des demandes d'emploi pour aller auprès des entreprises pour se faire employer. Et le Forum économique des startups africaines, c'est aussi une occasion pour eux de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de faire une demande d'emploi. On peut se mettre par affinité professionnelle, donc soit des informaticiens, soit des menuisiers, soit des électriciens, pour pouvoir créer une entité et se solidariser. Donc, avant de conclure, j'aimerais juste dire que nous demandons que toutes ces populations qui ont le sentiment qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, qu'elles viennent participer au forum pour voir ce qui est réalisable. Voilà. Des téléphones, monsieur? Le 09 29 30 00 et le 2 x 05 04 01. On reprend, madame? Le 09 29
30 00 et le 2 x 05 04 01. Merci à vous. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci encore. Monsieur Brin-Kofi, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Madame Kosia Boussoumki, c'est cela? Oui, c'est ça. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on parle d'un événement qui s'appelle Adaye Kessié. C'est cela? Oui. On vous écoute. Oui, l'Adaye Kessié, qui est la fête du roi des Brons. Et cette année, le roi a instruit le groupe culturel Bron Diamant et l'agence Luce Voyage pour faire la promotion de cet événement. Donc l'événement aura lieu du 15 au 17 dans la principauté de Tabagne. Et comme nous l'avions dit ici hier, c'est le premier conseil du roi. Et le conseil, à l'issue de ce conseil, le roi organise une fête. Et la fête est couronnée par la parade, avec des danses. Donc, cette année, nous avons voulu innover parce que ça fait au moins 35 ans, 31 ans, que le roi n'a pas réuni tout son peuple pour faire cette fête. C'est pourquoi nous avons décidé cette année de commencer du 15 et la terminer au 17. C'est pour appeler les plus jeunes qui n'ont jamais vu cette fête, comme je l'ai dit, depuis 31 ans. Mais pourquoi ça n'a pas été fait depuis? Non, ça se fait, mais on dit l'Adaye Kessié. Parce que l'Adaye Kessié, là, le roi, il regroupe tout le peuple, c'est-à-dire tous ces chefs de province. Sinon, chaque année, le roi fait la fête, mais tant que tous les chefs de province ne sont pas à côté de lui, c'est comme il n'y a pas eu de conseil. D'accord. Donc, c'est pourquoi on a décidé de faire ça du 15 au 17 pour montrer aux plus jeunes qui n'ont jamais vu cette fête de bien l'apprécier. Et tout à l'heure, on va vous donner le détail du programme. Par exemple, le mardi 15, ce sera l'ouverture du village de l'Adaye. Et nous allons commencer par des ateliers scientifiques. D'accord. Pourquoi nous disons ateliers scientifiques? Parce que ce n'est pas la fête seulement, il faut voir. Il y a tout un contenu de la fête. C'est-à-dire ceux qui iront, il y a beaucoup dedans. C'est-à-dire les écrivains, les artistes. Il faut qu'ils partent à ces fêtes et ça peut les inspirer à écrire, à peindre. Donc il y aura des ateliers scientifiques le mardi. Maintenant, le mercredi, qui est le jour phare, le roi va tenir son conseil très tôt le matin. À l'issue de ce conseil, il va donner son message à son peuple. Et après le message, il fera la parade. C'est-à-dire la parade, il y a ses chefs de province, plus lui-même et quelques chefs de canton. Très bien. On va donner la parole à madame. On invite tous nos parents du Zanzan à prendre part à la fête de l'Adaye parce que 31 ans, c'est énorme. Une fête qui n'a pas eu lieu depuis 31 ans et que cette année, on décide de la faire. Donc, nous invitons tous nos parents à venir, tout le monde entier, et tous ceux qui souhaiteraient prendre part à ça, on les attend à Tabagne, du 15 au 17. D'accord. Avant de vous demander de donner des téléphones, l'homme et la femme s'habillent de la même manière? Non. Bon. Non, parce que j'ai l'impression que... Oui, c'est presque la même manière, mais l'homme, lui, il a un seul pagne. Okay. Et la femme a plusieurs pagnes. D'accord. Voilà, et comme c'est la femme qui commande... Tout à fait, oui, ça c'est important. Il faut le préciser, on n'a pas bien entendu, vous dites? Non, chez nous, c'est la femme qui commande. C'est important. C'est-à-dire l'homme n'est que le porte-parole de la femme. Ça c'est important. C'est-à-dire c'est la reine-mère qui dirige. Le roi ne fait que transmettre ce que la reine-mère décide. D'accord, mais je sens que je vais venir là-bas, moi. Vous m'intéressez maintenant? Oui, ça veut dire que l'émancipation... C'est bien ça. C'est très important chez les Brons. Ah oui, on redonne la date? C'est du 15 au 17. Finalement, je suis libre le 15. Okay. Donc, on vous invite à... Non, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Non, rien que ça, déjà, ça m'intéresse à voir. Oui, il y a le circuit touristique. Oui. Vous savez, chez les Brons, on n'enterre pas les rois n'importe comment. Okay. Ils ont leur cimetière qui leur est dédié. Okay. Ça, c'est des choses qu'il faut voir, qu'il faut savoir. Qu'il faut aller voir. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas un chef n'importe comment, il a un cimetière spécial. D'accord. Donc il y a tout ça, là, il faut aller voir. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Ça, il y a beaucoup de commodités pour l'hébergement, tout ça? Oui, l'hébergement, bon,
Tabac, c'est une principauté, il n'y a pas d'hôtel. Mais nous avons trouvé tout. D'accord. Comment ça va se passer? Rapidement. Il y a des villas, les gens seront logés dans les familles. C'est super. Voilà. Et ça va créer cette convivialité. Donc tous les villages agnifiés qui sont aux alentours vont tous abriter, vont tous donner leur maison pour loger tous ceux qui vont venir. Et c'est payant? Ça coûte combien pour participer? Bon, pour aller, ça ne coûte rien. C'est-à-dire, vous payez votre transport, c'est-à-dire il y a un paquet qui est fait par Luxe Voyage, et vous arrivez à Tabagne, vous serez logé. D'accord. Et vous aurez tout à votre disposition. Très bien. Tellement que je vais vous parler par exemple de la danse de noblesse. Il faut aller malheureusement, voir. le temps est passé. Voilà. Mais déjà, ça donne vraiment envie d'y aller. On a dit du 15 au 17 novembre à Tabagne, dans le département de Bondoukou. D'accord. Mais des téléphones, s'il vous plaît? Le 21 23 07 08 et le 07 64 35 94. On peut reprendre? Le 21 23 07 08 et le 07 64 35 94. D'accord. Monsieur Brun-Kofi, merci à vous. Merci, madame. La reine-mère. Merci. On est ensemble. Oui. Madame Kosia, Boussoumki. Merci à vous. Merci. Alors, docteur Sonia Anagono est installée. Merci beaucoup. Nous allons parler beauté esthétique. Je vous le rappelle, elle est docteur en pharmacie. Mais elle est également, en médecine esthétique. On va parler de maigrir de façon généralisée, naturelle et efficace. On parle des cuisses, du ventre, des bras, on parle de tout ça. Le jingle. Alors, docteur, bonjour. Bonjour Marielle. Alors, est-ce à dire que quand on a ce qu'on appelle les culottes de cheval, ce n'est plus la liposuction, c'est comme ça qu'on dit? Pour enlever la graisse en chirurgie. Non, ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, il y a vraiment des techniques médicales, mais naturelles, et ce qu'on appelle des techniques non invasives, parce qu'elles n'agissent pas justement sur la santé, elles n'agissent pas sur l'état général, elles n'empêchent pas de vaquer aux occupations. Ce sont des techniques qui se font dans le courant de la journée. Vous pouvez tout de suite retourner au travail ou à la maison ou faire vos courses et avoir justement la silhouette que vous désirez. Alors, une femme qui a, comme on dit, les pistolets, là, oui. Elle va, aujourd'hui c'est possible d'aller dans un endroit et se faire enlever ça? Oui, tout à fait. Sur le champ? Oui, bien sûr, sur le champ, on va dire sur peut-être 1 mois ou 2, parce qu'il faut un certain temps. Mais je pense qu'1 mois ou 2, ce n'est pas excessif. Ce sont des soins qui se font par cure. Mais en tout cas, les résultats sont efficaces. Et comme vous le dites, les culottes de cheval partent. Et elles partent définitivement. Après plusieurs maternités, oui, le bien gros sûr. ventre, quand on s'assoit, ça fait des bourrelets, des plis et des replis qu'on peut compter là. Des fois, on peut même en compter 3. L'effet Michelin, comme on dit. L'effet Michelin, tout à fait. Oui, tout à fait. Et on est obligé de mettre une gaine, de se redresser et de oui. couper la respiration. Non, justement, il y a la possibilité d'enlever justement cet effet Michelin. Tous ces bourrelets disgracieux qui ne sont pas, on va dire, très beaux à regarder. Il y a la possibilité de les enlever et aussi de les raffermir après les maternités, avant les maternités aussi, parce qu'on observe de plus en plus des jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui ont déjà du ventre. C'est dû à l'hygiène, à l'alimentation, et c'est encore plus important aussi d'agir, parce que après les enfants, ça va grossir. Donc, après les maternités, entre les maternités, parce que c'est important de retrouver sa silhouette entre les maternités, sinon on prend du poids de plus en plus, et plus on prend de l'âge, plus c'est difficile d'intervenir. Donc, je pense qu'il est nécessaire de le faire le plus tôt possible. Bon, après, même si on a un certain âge, c'est possible, et c'est possible pour les hommes comme pour les femmes, en tout cas quand on parle du ventre. C'est vrai qu'aussi, à un moment donné, les hommes aussi n'ont plus les plaquettes de chocolat des années collège. Oui, je dis souvent qu'ils tombent enceintes en même temps que leur conjointe. C'est ce qu'on remarque. Ah, oui. La seule chose, c'est qu'en général, ça ne rentre pas. Et aussi, au fur et à mesure des maternités, ça prend du volume. Alors, c'est important parce que la graisse abdominale, qui est la graisse au niveau du ventre, c'est l'une des graisses les plus dangereuses. C'est ce qu'il faut savoir. C'est une graisse qui
qui favorise, qui est un risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. C'est ce qu'on voit, là. C'est ce qu'on voit. Oui, tout à fait, voilà. Actuellement, on parle, je pense même de dépistage du diabète. J'ai eu à voir ça à la télé. Et donc, et tout ce qui est ce genre de maladies qui sont dangereuses et qui sont des maladies pour la vie, il faut les éviter. Donc, la graisse abdominale favorise cela. C'est pour ça qu'il est important, même si on n'a pas des plaquettes de chocolat, mais d'avoir un ventre, on va dire, relativement plat. Mais donc, quand on ne maigrit pas pour perdre son ventre, quand on le fait par des techniques modernes d'esthétique, est-ce que ça préserve de maladies comme le diabète? Oui, bien sûr. C'est pas l'amincissement général qui préserve? Non, pas forcément. L'amincissement général est nécessaire si on est en cas d'obésité. Quelqu'un qui est en cas d'obésité, il doit faire un amincissement général. C'est-à-dire que non seulement il doit faire cette technique, mais cela doit être accompagné par un régime alimentaire. Mais il y a des personnes qui sont fines, qui ont une silhouette fine, mais qui pourtant ont des amas graisseux localisés, notamment au niveau du ventre, il y en a d'autres au niveau du bras, ou alors il y en a au niveau des fesses. Vous pouvez voir des dames qui sont assises, le haut du corps est très fin, mais le bas du corps est vraiment pléthorique. J'aime bien le terme pléthorique. Voilà, et donc ces personnes-là ont besoin de remodeler la silhouette. Parce que je dis souvent, quelqu'un qui vous dit qu'il pèse 80 kilos et qu'il fait 1m50, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui pèse 80 kilos, qui fait 1m80. Donc parfois on parle du poids, mais il faut tenir compte de la silhouette. Voilà, et donc si elle n'est pas équilibrée, ça peut justement être facteur de ces maladies dont on parle. D'accord. Et aujourd'hui, avec les techniques de médecine esthétique, c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. Il y a essentiellement 3 techniques qu'on peut utiliser selon le cas où qu'on soit dans un amincissement généralisé ou localisé. Mais ce sont des techniques efficaces, indolores, parce que vous savez, les gens ont toujours besoin d'être accompagnés. Les gens ont besoin d'être accompagnés et il y a des personnes, malgré les régimes alimentaires, qui n'arrivent pas parce que ce sont des graisses tenaces. Les graisses localisées, surtout, sont des graisses tenaces. Elles ont besoin d'être détruites, elles ont besoin d'être tuées et elles ont besoin d'être chassées. Alors, c'est par la médecine esthétique qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Et ce sont des appareils, ce sont des gélules? Bon, ce sont en général des appareils. Ce sont des appareils qui justement, comme je vous disais, il y a essentiellement 3 techniques. La première, elle s'occupe de pétrir la graisse. Elle est utilisée dans ce qu'on appelle l'amincissement généralisé. Elle pétrit la graisse, elle la casse. Et après, par des techniques de drainage, on l'évacue. Il y en a une seconde qui est ce qu'on appelle de la mésothérapie. Donc, ce sont des injections, bon, pas douloureuses, mais des injections de produits amincissants qui sont qu'on pique sur la zone où on veut travailler. Et par ces injections-là, les cellules graisseuses éclatent et encore sont évacuées. Et la dernière, ça, c'est vraiment la dernière innovation qu'on appelle la cryolipolyse ou le cool sculpting, qui est utilisé pour les amas graisseux localisés et tenaces, qui permet, là, par contre, de tuer. Là, la graisse, elle est tuée par le froid. Et donc, à travers essentiellement ces 3 techniques, on permet de tuer ou de casser la graisse et de l'évacuer par des techniques de drainage. Donc, le drainage, c'est important. C'est le fait d'évacuer tout ce qui est toxine. Et cette graisse... Et ça sort par où? Les voies naturelles. Les voies naturelles? Oui. D'accord. Parce que quand on dit évacuer la graisse, on a l'impression qu'il faut inciser pour évacuer. Non, infuser, là, on parle de chirurgie esthétique. Or, on n'est pas dans la chirurgie esthétique. Or, on n'est pas en chirurgie esthétique, on est en médecine esthétique. On va en chirurgie esthétique quand justement le volume est vraiment trop important. Là, on doit avoir recours à la chirurgie. Mais pour la majorité des cas, les personnes sont dans un volume, on va dire, moyen. Voilà, pour le bon Ivoirien ou la bonne Ivoirienne, beaucoup de techniques de médecine esthétique sont efficaces et peuvent suffire. D'accord. Donc, c'est valable pour les cuisses, le ventre, c'est valable pour les cuisses, le ventre, les bras. Je signale quand même que les bras sont la zone la plus difficile parce que la graisse au niveau des bras est indurée, elle est infiltrée. Et c'est une zone aussi où le relâchement cutané est très sévère. Donc, il faut des techniques où il faut non seulement associer... comment on appelle ça, briser la graisse, mais il faut aussi associer des techniques de raffermissement en même temps. Pour que justement, parce que vous voyez le bras, si on enlève la graisse, la peau
va pendre tout de suite. Donc, il faut associer en même temps des techniques de raffermissement. C'est valable pour les autres zones, mais pour le bras, c'est vraiment plus poussé. Voilà. D'accord. Et tout ça, c'est récent comme méthode, en fait? Relativement récent, oui. On va dire une dizaine d'années. Sauf la dernière qui est quand même assez récente, à peu près 2 ans, la lipocryolyse. Mais sinon, ce sont des techniques récentes, mais qui ont eu le temps d'être quand même éprouvées. Parce que quand on parle de 10 ans, elles ont eu le temps d'être éprouvées. Elles ne sont pas dangereuses pour la santé. On est en médecine, je le rappelle. Donc, on a eu le temps de faire des expérimentations. Et bien au contraire, parce que quand on retrouve une silhouette, on se sent plus léger. Et ce qui est important aussi, c'est que les personnes, apprennent à avoir une hygiène alimentaire, parce que ça ne sert à rien de perdre tout ça et de le faire revenir au galop par notre propre bouche. Une fois que ça part, ça ne revient pas? Non, ça ne revient pas. Si ce n'est de notre propre fait. Si ce n'est de notre propre fait. Donc, nous éduquons les personnes à une nouvelle hygiène alimentaire. Voilà. Hygiène alimentaire, c'est se mettre au régime. Le mot régime, il faut comprendre que le mot régime, ça veut dire changer d'alimentation, avoir une nouvelle alimentation, un nouveau style d'alimentation. Alors, nous pouvons faire un régime avec nos produits locaux. Voilà, ce n'est pas, comme diraient certaines personnes, ce n'est pas seulement la salade et la carotte. On peut faire le régime en mangeant la sauce kloala, la sauce gombo, la sauce feuille, mais il faut apprendre, il y a des mélanges à ne pas faire. Voilà, donc quand on fait les mélanges à faire, les mélanges à ne pas faire, on peut vraiment garder une hygiène, les quantités de féculents, de sucre plus ou moins, de protéines. Voilà, c'est vraiment apprendre. Et dans ce cas-là, on garde sa silhouette. Docteur, évidemment, un peu de sport et moins d'alcool. Oui, c'est ça. L'alcool aussi. L'alcool fait grossir. C'est un facteur favorisant. Alors, je dis toujours, il faut le prendre à l'occasion. Mais quand c'est... Vous imaginez quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours pendant 10, 15, 20 ans, ça fait beaucoup après. Ça fait beaucoup.